C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la mobilisation qui paye au Kenya. Le gouvernement a fini par céder aux nombreux mouvements de grève et de manifestations hostiles aux nouvelles taxes. La plupart d'entre elles ont été retirées du projet de budget 2024-2025. Les détails à suivre. La réintégration des anciens combattants dans la région du Tigré en Éthiopie, un des objectifs fixés par les accords de Pretoria qui a mis fin à 2 ans de conflit. Vous verrez que le processus a pris du retard. Premier reportage de notre série dans la région à suivre dans cette édition. Et puis cette polémique en République démocratique du Congo, elle concerne le montant des salaires des députés nationaux. Le débat a été relancé par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, mais il n'a pas convaincu. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Ce rétropédalage du gouvernement kényan, il a retiré ce mardi de son projet de budget 2024-2025 la plupart des nouvelles taxes impopulaires, des taxes vivement critiquées par la population qui s'était mobilisée à travers de nombreuses manifestations. Clarisse Fortuné. Des scènes de chaos au cœur de la capitale Nairobi. À l'appel d'organisations de la société civile, quelques centaines de manifestants s'étaient réunis devant le Parlement pour protester contre un projet de budget pour 2024-2025 et de nouvelles taxes considérées comme un nouveau coup dur à leur pouvoir d'achat. Les impôts sont élevés et ma mère vient de mourir d'un cancer et on ne peut pas continuer à augmenter les taxes sur les traitements médicaux. On a entendu dire qu'ils augmentaient même les taxes sur les dons. Les femmes n'ont pas de serviettes hygiéniques qui sont taxées. On n'a même plus les moyens d'acheter des couches pour les enfants. Il n'y a pas de vaccin dans les hôpitaux pour enfants. Face à cette colère, la police a dû faire usage de gaz lacrymogène et procéder à plusieurs arrestations. Le gouvernement a fini par céder, en partie. Nous avons écouté le point de vue des Kenyans et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a 2 choses que nous devons faire. L'une d'entre elles est que nous devons protéger les Kenyans de l'augmentation du coût de la vie et c'est pourquoi la proposition de TVA à 16% sur le pain a été abandonnée. Plusieurs autres taxes sur les paiements mobiles ou encore sur l'huile végétale ont également été supprimées du projet. Le gouvernement estimait ces mesures fiscales nécessaires pour redonner des marges de manœuvre aux finances du pays, dans un contexte économique difficile. Le Parlement doit débattre du texte remanié à partir de mercredi, en vue d'un vote avant le 30 juin. On entame ce soir une série dans la région du Tigré en Éthiopie. La guerre qui a duré 2 ans a causé d'énormes dégâts et de pertes humaines. L'une des priorités à présent est de sortir du cycle de violence et de réintégrer les anciens combattants dans la société. Les accords signés à Pretoria le prévoient, mais le processus prend du retard. Reportage à Mekele de Clotilde Hazard. Samson a trouvé un emploi en apprentissage et se dit chanceux pour un ancien combattant. Il a servi 1 an dans les forces de défense du Tigré avant d'être blessé et de quitter l'armée sans autorisation. Considéré comme déserteur, il sait qu'il ne recevra aucune aide. Pour moi, il n'y a rien à attendre du gouvernement. Mais allez voir sur le marché dans le centre-ville, les mères qui mendient pour payer les médicaments de leurs enfants blessés au combat. Ça montre qu'ils nous ont oubliés. Une balle a traversé son torse au combat juste avant la fin de la guerre. Les soldats voudraient pouvoir rebondir, mais la majorité n'ont pas de travail. Au Tigré, plus de 80% des jeunes sont au chômage, 30% de plus qu'avant la guerre. On a besoin d'un soutien psychologique et financier pour pouvoir revenir à notre vie d'avant et avoir une activité. C'est important de se sentir occupé, de faire quelque chose. Mahatem a le statut officiel de vétéran, mais il attend aussi l'accompagnement financier prévu par le programme national de démobilisation et de réintégration. Les soldats qui étaient sur le front du Tigré occidental, le front de Zalambessa, ont combattu pour leur peuple, mais leur terre est toujours occupée par d'autres forces et ne peuvent pas rentrer. Ceux qui ont des certificats officiels qui montrent qu'ils ont quitté l'armée souffrent aussi. Ils n'ont pas d'argent pour payer un loyer. Face à une prise en charge médicale insuffisante, la société civile se mobilise, comme l'association Bilal Aid, qui a soigné plus de 1000 anciens soldats. Ils attendent des interventions chirurgicales importantes. Nous faisons de notre mieux pour leur donner des solutions à court terme, mais ce n'est pas suffisant. Selon la Commission nationale de réhabilitation, le programme devrait commencer pour 25 000 soldats en juillet, puis 75 000 les mois suivants, femmes et soldats invalides en priorité.
On vous parle de cette nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Soudan. Elle s'est tenue aujourd'hui. L'ambassadeur soudanais s'en est pris aux Émirats arabes unis, pays accusé de soutenir les forces de soutien rapide du général Doglo. Khartoum accuse Abu Dhabi d'être responsable de la poursuite de la guerre au Soudan. Une accusation catégoriquement rejetée par le représentant émirati. Écoutez. Nous avons soumis, Monsieur le Président, la semaine dernière, 6 passeports des Émirats arabes unis que nous avons trouvés à Khartoum après des opérations perpétrées par les forces de soutien rapide. Et vous ne les avez pas publiés comme nous l'avions demandé. Nous n'avons pas volé ces passeports dans des valises de citoyens émiratis aux Émirats arabes unis. Nous les avons trouvés en plein milieu du champ de bataille. Nous voyons cela comme un abus honteux de la part de l'une des parties en guerre, utilisant ce conseil, cette plateforme, pour répandre de fausses accusations à l'encontre des Émirats arabes unis, pour détourner l'attention des graves violations qui ont lieu sur le terrain. Il n'y aura pas de victoire militaire ou d'accord militaire dans le conflit au Soudan. Le seul moyen de régler la situation sera à travers la table des négociations. Et puis sachez également qu'une équipe d'experts récemment mise en place par les Nations Unies pour examiner les abus commis pendant la guerre civile au Soudan a déclaré enquêter sur des accusations d'esclavage sexuel et d'attaques de civils sur des bases ethniques. Combien touche un député national en République démocratique du Congo? C'est la polémique du moment dans le pays. La question sur le montant des salaires des députés n'est pas nouvelle, mais le débat a été relancé par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la clôture de la session parlementaire. Ces déclarations n'ont toutefois pas convaincu la société civile. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Le salaire d'un député congolais, c'est l'un des tabous de la vie politique du pays. Et Vital Kamerhe a tenté d'y mettre fin. Le président de l'Assemblée nationale a affirmé qu'un député congolais gagne environ 5 000 $, tout avantage confondu. Cette affirmation contredit celle de l'ex-député Martin Fayoulou qui, en décembre 2023, avait évoqué des salaires atteignant les 21 000 $. Une rémunération indécente pour l'opposant. La société civile, elle, reste sceptique. Elle affirme que le montant avancé par Vital Kamerhe est bien inférieur à ce qui est prévu dans la loi des finances 2024. Ce qui est écrit dans la loi des finances actuellement, c'est 9 000, 9 300. Ce qui est écrit comme émolument, donc salaire et avantage. Mais si nous ajoutons tout ce qui est comme invisible, ça peut exploser. Ça peut exploser, ça va au-delà même de 10 000 $. C'est ça au moins la pratique au niveau du Parlement. Et vous avez la grande partie de la masse salariale qui touche les députés, ça ne passe pas par les circuits bancaires, ça ne passe pas. C'est difficile à le retracer. Selon la société civile, pour acter une baisse de salaire des élus, il faudrait que l'Assemblée nationale vote une loi rectificative de la loi des finances. De son côté, Vital Kamerhe a affirmé avoir fait cette clarification par souci de transparence. Il y avait urgence à communiquer, nous a confié l'un de ses proches. La question du montant des salaires expose les députés, dit-il, au mépris des électeurs. On vous reparle ce soir de l'attaque djihadiste meurtrière qui a visé la localité de Mansilla, dans le nord-est du Burkina Faso. Aujourd'hui, des témoignages d'habitants commencent à nous parvenir. Un grand nombre d'entre eux sont toujours sans nouvelles de leurs proches. La correspondance régionale de Serge Daniel. Les djihadistes sont repartis de Mansilla avec 2 de mes enfants, explique un père de famille accablé. Il explique le jour de l'attaque, il n'y a pas eu de riposte de la part des forces de sécurité et de défense. Selon un autre témoin, déjà la veille de l'attaque, on sentait la présence de corps étrangers dans la localité de Mansilla. Ils ont tiré vers le camp militaire, explique un autre, qui affirme également que les forces étrangères, c'est-à-dire les djihadistes, sont repartis avec de l'armement lourd, de l'équipement ainsi que d'otages. Plusieurs questions subsistent une semaine après cette attaque. D'abord à Ouagadougou. Que devient réellement le capitaine Ibrahim Traoré? Contrôle-t-il encore totalement la situation? Certains se posent la question parce qu'il y a un calme apparent mais inquiétant sur place. Ensuite, d'après nos informations,
il a renforcé depuis la présence russe dans la capitale du Burkina. Des instructeurs russes sont venus renforcer le dispositif qui est sur place. Et tous les regards sont désormais tournés vers ce mercredi, jour de Conseil de ministres. Va-t-il apparaître? Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? De nombreuses questions, pour le moment sans réponse. Et puis sachez que les autorités burkinabées ont réagi dans un communiqué à des rumeurs de mutinerie dans des casernes militaires. Ouagadougou dément et rejette ces rumeurs et les qualifie de tentatives de déstabilisation. Pour finir, on part en Tanzanie. Le pays a inauguré ce week-end son premier train électrique, une mise en service dans le cadre d'un projet important qui vise à améliorer les opportunités économiques dans la région. Clarisse Fortuné. Il aura fallu attendre plusieurs années avant de voir arriver le premier train électrique de Tanzanie. Le système électrique et de signalisation de pointe a transporté 1400 passagers de Dar es Salaam à Morogoro. Une distance de 300 km en seulement 2 heures pour un voyage qui prend habituellement une journée entière. C'était bien, un voyage normal et nous l'avons fait sans être fatigués. C'était super. C'est la première fois que je faisais l'expérience du train électrique. La construction du chemin de fer a duré 6 ans par des entreprises turques et chinoises et a créé plus de 30 000 emplois. Le personnel de cabine et les conducteurs ont été envoyés à l'étranger pour se familiariser avec les questions de sécurité et de maintenance. La priorité a été donnée aux femmes, qui représentent 80% du personnel. Tant que nous nous concentrons sur ce que nous voulons accomplir, nous pouvons le faire. Qu'il s'agisse d'ingénierie ou de tout autre travail que la société considère comme un travail d'homme. C'est une question de perception. Les femmes aussi peuvent y arriver. Ce projet phare s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste de la Tanzanie, visant à améliorer la connectivité et les opportunités économiques dans toute la région. Après le Kenya et la Tanzanie, d'autres pays d'Afrique de l'Est, comme l'Ouganda et la République démocratique du Congo, espèrent également prendre le train en marche. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Aline Botin. Merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.